20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue dans Storytelling sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Storytelling, votre rendez-vous culture et divertissement hebdomadaire. Et ce soir, notre storyteller est l'écrivain Bruno de Stabenrath. Il a publié il y a quelques jours L'ami impossible, ouvrage qui revient sur sa relation avec Xavier Dupont de Ligonnès, son ami de jeunesse qui s'est volatilisé il y a maintenant 9 ans après avoir assassiné sa famille. On retrouve Bruno de Stabenrath dans un peu moins de 30 minutes. Il sera en liaison Skype avec nous. Au programme ce soir, donc notre storyteller, mais aussi des petites histoires, dont celle avec un grand H, de la musique et toujours dans la bonne humeur. Axel Rebaud revêt son costume d'historien pour nous faire découvrir ces inconnus du bataillon. Ce soir, il est d'humeur martiale puisque il nous conte l'histoire de deux héros de guerre, l'un de la guerre froide et l'autre de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, Manon Blangis, patronne du conseil de surveillance des artistes, revient encore ce soir sur les secrets des plus grands hits. Ces deux victimes sont dans des styles très différents. D'un côté, l'un des premiers rappeurs blancs et de l'autre, un ancien membre de boys band. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ avec le hashtag Fréquence ESJ. On est parti pour une heure ensemble de divertissement et de culture pour l'épisode 5 de la saison 6 de Storytelling sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Pour commencer l'émission, il était obligatoire pour nous de rendre un dernier hommage à un acteur que tout le monde connaît, Sean Connery, le premier interprète de James Bond au cinéma, est décédé samedi à l'âge de 90 ans. Manon Blangis, vous avez donc dressé la bande originale de sa vie. Bonsoir Manon. Bonsoir Bastien. Connery, Sean Connery. Ça sonne pas mal, moi je trouve. On le sait, Sean Connery est connu et a été révélé grâce au rôle de l'agent 007. Mythique. Un rôle qui lui a collé à la peau, mythique évidemment, même après avoir fini de tourner les 8 films de 1962 à 1983. Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'être au service de la reine et de boire des dry martini, Sean Connery, tout ce qu'il pouvait dire c'était « Je ne suis riche que de mes amis ». Ben oui, sa mère est femme de ménage et son père ouvrier. Il commence donc tôt à travailler pour aider ses parents. Il est issu de pas d'une classe très riche. Il devient donc, attention, livreur de lait, maçon, modèle, vendeur de voitures, maître nageur et le top du top, vernisseur de cercueil. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais je savais pas que ça existait ce genre de métier. Et à 13 ans, il dit d'ailleurs à ses parents « J'ai quitté l'école !» Et oui, il finit par rentrer à l'armée, dans la marine plus exactement. Mais il a choisi sa direction. Exact. Oh là là, j'adore Bastien, j'adore quand vous suivez comme ça. Bon, il arrête au bout de 3 ans pour des raisons de santé, mais il s'en sort bien. Quelques années plus tard, on lui propose un boulot plutôt sympa. Chef d'orchestre. Mais vous avez enfin pas tout compris. Non, pas du tout. Un contrat pour devenir footballeur professionnel à Manchester United. Il a failli être joueur pro. Et exactement. Mais le foot, c'était sa passion en fait. Sauf que, bon, le contrat est pas mal, mais Sean décide de se lancer dans une autre carrière, celle du cinéma. Et il en profite parce qu'il sait qu'il peut dire « Je suis beau, il serait même arrivé 3e à l'élection de Mister Univers en 1950. Belle perf. Beau gosse, charismatique, ce qui lui sert évidemment pour James Bond, mais aussi pour tous ses autres films et rôles, dont Le Roi Arthur, Richard Cœur de Lion, Professeur Henry Jones dans Indiana Jones, ou encore Jim Malone dans Les Incorruptibles et Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose. Bon, j'en cite même que quelques-uns, là c'est il y en a trop. Que des classiques, mais il a aussi refusé des rôles plus importants dont... C'est quel film à votre avis ? Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Exactement, et bien il a refusé le rôle de Gandalf. Ah oui. Et oui, grosse erreur, on est tous humains, ça arrive. Alors je suis partagé parce qu'en même temps j'adore l'acteur qui quand même a le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. On ne saura jamais ce que ça aurait donné avec Sean Connery. Et il aurait aussi refusé Morpheus dans Matrix. Donc un autre alors là je rôle. l'imagine pas du tout par contre. Non mais ce qu'on ne pourra pas lui enlever par contre, c'est d'avoir été un vrai patriote. Écossais et fier de l'être, Sean Connery s'est présenté en kilt pour son anoblissement par la reine d'Angleterre en 2000. La classe. Non mais un affront surtout. C'était un affront pour la reine d'Angleterre, mais oui. Mais heureusement, il reste à tout jamais son plus fidèle serviteur.
Ouais, le kilt c'est quand même magnifique, hein. Évidemment, les 4 autres James Bond, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig ont rendu hommage à leur camarade. Pierce Brosnan a confié dans une lettre à Sean Connery: vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons suivi votre chemin emblématique. Merci Manon Blangis pour cette... 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Merci Manon Blangis pour cette bande originale. Voilà, ce petit hommage à Sean Connery qu'on était vraiment attristé d'apprendre, dont on était attristé d'apprendre la mort cette semaine. En tout cas, il est 20h09 sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux tout au long de l'émission et posez vos questions à Bruno de Stabenrat, l'auteur de L'Ami Impossible, où il raconte sa relation avec Xavier Dupont de Ligonnès. On le retrouve dans 20 minutes à peu près. Avant ça, notre agent Axel de la FBI et de la brigade des fausses bonnes infos s'intéresse aujourd'hui à une autre affaire, mais tout aussi intéressante quand même. Certains affirment que le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit parfois de grosses bêtises. Axel, on dirait que le ministre ne comprend pas grand-chose au virus. Non mais attendez, un ministre d'État qui propagerait des fausses bonnes infos aux Français à une heure de grande écoute? Non, vous vous trompez Bastien, j'y crois pas du tout celle-là, hein. Surtout que Olivier Véran, quand même, moi j'aime bien, hein, c'est un peu notre sauveur à tous, hein, c'est lui... Reste mesuré quand même. Non mais bien sûr, mais je suis totalement, voilà, excusez-moi, je suis quand même mesuré, mais c'est quand même lui qui va nous sortir de ce pétrin épidémique, donc à la poubelle, hein, les autres Didier Raoult et autres faiseurs de merveilles. Avec Olivier Véran, au virus, on lui dit bon vent. Ah, vous êtes adepte des rimes, visiblement. Bah oui, mais je suis encore en train de bosser sur les slogans, là je suis pas trop sûr de celle-ci, mais bon, enfin bon, ce dont je suis sûr par contre, c'est que Véran, lui, il a jamais dit de bêtises sur le Covid-19. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Tu mens, il ment. Oui, bon, il a peut-être dit 2-3 trucs plus ou moins inexacts sur le sujet. Tout le monde, quand même pour sa décharge, tout le monde a dit quand même quelques trucs inexacts sur le sujet. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits alternatifs, comme disent nos collègues américains, mais que celui qui n'a jamais dit de conneries aux Français à une heure de grande écoute, en pleine pandémie mondiale, lui jette la première pierre. Non mais je voudrais bien vous y voir, vous aussi. Hein. Et sur internet, pourtant, on voit un extrait du ministre qui prétend que c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Vous nous expliquez ? C'est une grosse connerie. Oui, là, on n'a pas besoin d'être médecin pour se dire que si tu bouges pas de chez toi, le virus, il va pas prendre ses petits chaussons pour aller faire une partie de bridge avec les résidents de l'EHPAD le plus proche. Oh là. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est Olivier Véran qui a dit ça, hein ? Moi, je vous le demande. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Nom de Dieu ! Non mais quand j'ai vu ça, j'étais mais comme tout le monde choqué sur le cul, à moins que tout ça ne soit, Bastien, qu'une grosse opération de manipulation. La vérité, c'est que cet extrait, comme souvent, est juste sorti de son contexte. Eh oui, Olivier Véran parle en fait, dans cet extrait, de la grippe saisonnière, donc rien à voir avec le Covid-19. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah oui, tout est plus clair là. Tout est rentré dans l'ordre finalement. J'ai eu peur au début quand même, je vous avoue. Mais bon, ne vous en faites pas, on dira bientôt avec Olivier Véran que le virus, c'était avant. Faut vraiment que j'arrête avec les slogans. Oui, ce serait mieux. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h13 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Dans quelques instants, on continue cet épisode de Storytelling avec Axel Rebaud que vous venez d'entendre. Mais cette fois-ci, il endosse son costume de prof d'histoire puisqu'il nous présente son premier inconnu du bataillon de la soirée. Oubliez Khrouchtchev ou Nixon, c'est lui qui a sauvé le monde entier de la guerre froide. Juste avant de découvrir ça, c'est un duo qui figurera sur la réédition de Future Nostalgia de Dua Lipa prévue pour le 6 novembre. C'est aussi la première collaboration non francophone de la carrière d'Angèle. C'est Fever sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h21 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ dans Storytelling. Et dans une quinzaine de minutes, on retrouve notre storyteller du soir, Bruno de Stabenrat, qui vient de sortir son livre L'Ami Impossible, où il retrace son amitié avec Xavier Dupont de Ligonnès. Pour l'heure, c'est le moment de retrouver le conseil de surveillance des artistes. Ce soir, il nous offre une exclusivité. Sa directrice, Manon Blangis, a décidé de révéler une affaire sous scellé. Une affaire où il a fallu sévir. C'était d'ailleurs la première amende donnée par Manon Blangis dans sa fabuleuse carrière. Et c'était Eminem pour The Real Slim Shady, Manon.
belle Amande. J'étais encore qu'une sous-fifre à l'époque, mais je voulais partager ce beau souvenir avec vous. On était en 2000 quand Eminem a sorti The Real Slim Shady, et pas The Real Slim Shady là. Oh là là, Bastien. C'est très méchant. Non, mais non. Je vous taquine, c'est tout. Et vous savez, il avait déjà utilisé ce personnage, donc Slim Shady, dans son précédent album. Effectivement. Un personnage qui aimait bien diffamer, bon, qui est un peu violent, voire vulgaire, ok, j'avoue. C'est tout donc, vous. Bah exactement, donc une chanson qui s'appelle The Real Slim Shady. Je sentais que ça allait pas passer. Et ça n'a pas raté, hein. Eminem s'est attaqué à beaucoup d'artistes de l'industrie musicale dans le morceau. Et je lui avais dit de pas le faire. Je vous jure que je lui avais dit. Je lui ai dit, même si tu utilises ton alter ego, ça changera rien. Et allez, il a pas écouté. Et voilà, Pamela Anderson, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake. Eminem a descendu tout le monde. C'est simple. Et j'ai pas eu le choix. Hein. L'amende est tombée toute seule. 5 millions d'euros dans ma poche. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Et si on écoute bien, il s'en est même aussi pris. Et là, je pouvais pas ne pas laisser passer ça à Will Smith. Voilà, alors les bips, on comprend bien ce que c'est. Hein, oui, parce qu'il parle très vite. Hein. Oui, traduction, donc Will Smith n'a pas besoin de jurer dans ses chansons pour vendre des disques. Moi je le fais, alors je l'emmerde et je t'emmerde aussi. Voilà, ça c'est dit. Bon, on est bien violent. reçu. Hein. Exactement, c'est violent, mais c'est la seule attaque justifiée de The Real Slim Shady. Donc ça vaut l'explication. 1998, Will Smith remporte un Grammy face à Eminem et dans son discours de remerciement, il explique que pour gagner, lui, au moins, n'a pas besoin d'utiliser d'insultes. Ah d'accord, bon petit pic. Ça a un peu vexé Eminem, je dois l'avouer, et The Real Slim Shady était la parfaite occasion pour répondre à Will Smith. Mais The Real Slim Shady, j'essaie de bien le dire, hein, a failli en fait ne jamais exister. Et je vois que vous avez lu mon enquête. J'adore, Bastien, j'adore. Toujours, je me tiens informé. Et effectivement, Eminem est sur le point de sortir The Marshall Mathers LP, son 3e album. On est à quelques heures de l'enregistrement de la dernière copie de l'album. Et là, Interscope, son label, pense qu'il manque le single, une chanson comme My Name Is qui avait lancé son 2e album. My name is, my name is, my name is. Sauf qu'Eminem pense pas être capable de faire un My Name Is bis. En plus, le label était pas capable de se réveiller avant. C'est vrai que juste un jour avant, c'est un peu chaud. Exactement, il a un peu la pression pour finir vite l'album. Résultat, il écrit une chanson, The Way I Am, qui finit sur l'album, mais qui est toujours pas un single. Voilà, donc juste avant la date limite, Eminem se met en studio avec Dr. Dre et c'est ensemble qu'ils ont le déclic. Ils trouvent d'abord la prod et Eminem écrit ensuite par-dessus pour donner ça. Et Eminem qui aurait pensé que The Real Slim Shady était beaucoup trop ringarde, il a donc même hésité à la sortir. Merci Manon Blangis. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h25 sur Fréquence ESJ Hits and Talk et n'oubliez pas que Fréquence ESJ est disponible sur toutes vos enceintes connectées, Alexa, Google Home. Vous n'avez qu'à demander par exemple Alexa joue Fréquence ESJ et vous pourrez nous écouter chez vous. Voilà, tous les mercredis soirs dans Storytelling. En tout cas, si vous nous écoutez toutes les semaines, vous connaissez forcément les inconnus du bataillon d'Axel Rebaud. Ces héros inconnus à qui vous rendez hommage, Axel, tous les mercredis. Ce soir, il s'agit d'un homme qui nous a tous sauvé les miches. Oui, tous, sans exception. Aujourd'hui, vous nous présentez l'homme qui a empêché un holocauste nucléaire, rien que ça. C'est certainement le plus gros coup de bluff de toute l'histoire de l'humanité. J'exagère même pas, ce coup de bluff, c'est celui de Stanislas Petrov. Stanislas vit en URSS, vous l'avez deviné, Bastien, puisque vous êtes très bon en accent. C'est vrai. Pendant cette belle époque qu'on nomme la guerre froide. Ah, il fait beau en URSS, les oiseaux chantent, et Stanislas profite de la vie. Bon, il n'a pas beaucoup de sous, mais il a la santé, et ça, c'est ça ce qui compte. Sauf qu'en 1983, le grand parti communiste, lui confie un poste à très très haute responsabilité. Bon, qui dit promotion dit nouveau bureau, ça c'est bien. Stanislas Petrov déménage dans de nouveaux locaux. Il a maintenant un joli tableau de bord avec plein de petits boutons qui clignotent dessus. C'est très joli, c'est très coloré, on dirait un peu Candy Crush, vous voyez. Sauf que sa mission, c'est un peu plus compliqué que d'aligner des bonbons. Il doit surveiller et traquer les missiles nucléaires américains. Enfin, juste, il y a des niveaux super durs dans Candy Crush, je vous laisserai jamais dire ça. J'avoue, je suis pas expert en Candy Crush ni en surveillance de missiles nucléaires, puisque c'est la mission de notre Stanislas préféré. Et donc voilà, si les ricains attaquent, Stan doit immédiatement appeler ses supérieurs
et lancer l'ordre de répliquer sur le champ. Oui, on est un peu sur des responsabilités légèrement plus flippantes que mon dernier stage passé à faire les photocopies et le café pour tout le monde. Bah écoutez, désolé pour vous. En tout cas, malgré le stress, Stanislas remplit tranquillement sa mission jusqu'au 26 septembre 1983. Ce jour-là, Stan s'est réveillé de bonne humeur, il a embrassé sa femme, il a bu un café. Vous êtes très bien renseigné. Ah mais il m'a tout raconté, vraiment, tous les détails, son petit café sans sucre, il n'y avait plus de sucre malheureusement. Il a mangé une bonne tartine et s'en est allé au boulot quand tout à coup, devant son petit prompteur, 1, 2, 3, 4, 5 missiles sur les radars. Les analyses sont formelles, les Américains ont lancé une attaque. Ah, les fourbes de capitalistes! Stanislas regarde son tableau de bord, il hésite à appuyer sur le gros bouton rouge qui clignote devant lui, vous visualisez. Très flippant. S'il le fait, c'est la fin. Non, il doit transpirer un tout petit peu. Un tout petit peu, vous voyez la petite goutte là sur la tempe, là, moi que j'ai aussi déjà là. Si les soviétiques répliquent, la Terre, elle fait bim bam boum, ça fait pchit et pouf, on est tous morts. Non mais, alors Stanislas... On embrasse Carla, bien sûr. On l'embrasse, on l'aime beaucoup. Stanislas, du coup, il contacte ses supérieurs et il leur dit dans un russe parfait Loznaya Signaliza. Je sais pas, je parle pas russe. Bref, il leur dit fausse alerte, c'est juste un petit bug, allez, bisous. Alors qu'il en sait rien. C'est vrai. Il en sait rien, c'est le plus gros coup de bluff de l'histoire. Quand je pense que moi je panique quand je demande une baguette de pain à la boulangère. Mais il faut pas, Axel, voyons. Et du coup, il se trouve que Stanislas avait en fait raison et ce n'était en fait qu'un bug informatique. Bon, vous vous en doutiez, sinon je serais pas là à vous éclabousser de mon savoir. En fait, c'est juste je suis très classe. En fait, c'est juste des rayons du soleil que les radars ont interprétés comme des missiles. Alors j'aimerais qu'on prenne tous ensemble une petite seconde pour se rendre compte qu'on a failli quand même être tous réduits à l'état de poussière atomique juste parce que l'ordi des soviétiques était pas foutu de distinguer une boule de feu à des millions de kilomètres et 5 gros missiles qui n'ont de toute évidence pas la forme d'un ovule. C'est vrai que c'est très rassurant et Stanislav Petrov est mort en 2017 à l'âge de 81 ans. Un documentaire paru en 2014 retrace sa vie tout simplement intitulé L'homme qui sauva le monde. Merci Axel Rebaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h29 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Dans quelques minutes, nous serons en ligne avec l'écrivain Bruno de Stabenrath, auteur du roman à succès Cavalcade et qui revient avec L'ami impossible, un livre pour son ami de jeunesse Xavier Dupont de Ligonnès. On découvre dans ce livre qui est l'homme qui se cache derrière l'affaire et les crimes. Juste avant, ça a été le carton de l'année 2009, c'est I'm Yours de Jason Mraz sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Et il est 20h36 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h dans Storytelling et c'est le moment de retrouver notre storyteller du soir, l'écrivain Bruno de Stabenrath, auteur de livres à succès comme Cavalcade qui revenait sur son histoire personnelle. Bonsoir Bruno de Stabenrath. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend parfaitement. On est très heureux de vous recevoir ce soir dans Storytelling. Et ce soir, on vous reçoit donc dans le cadre de votre dernier ouvrage, L'ami impossible, où vous retracez votre relation avec le fugitif le plus connu de France. Vous avez peut-être lu l'enquête qui lui a été consacrée cet été par le magazine Society. C'est Xavier Dupont de Ligonnès qui fascine toujours autant. Et pour en parler, Bruno de Stabenrath avec nous. Donc, Bruno de Stabenrath, vous connaissez Xavier Dupont de Ligonnès depuis l'adolescence. Vous vous êtes connu au lycée Saint-Exupéry de Versailles dans les années 70. Vous aviez alors 16-17 ans. Il était comment au lycée Xavier Dupont de Ligonnès ? Il était mon ami, donc ce qui veut tout dire, ça veut dire que c'était un garçon très sympathique, qui me ressemblait, qui aimait les États-Unis, l'Amérique, la musique d'Elvis, les Beach Boys, et puis on rigolait bien ensemble. Puis c'était un mec très sympa, on habitait dans la même rue, on avait la même moto, on avait le même flight jacket. Ni plus ni moins, tu sais, une amitié adolescente. Une amitié et plein de points communs. Et souvent, dans les médias, on parle d'un personnage qui avait un certain charisme, une aura, mais vous le décrivez aussi comme quelqu'un de discret, parfois timide. Il a changé avec le temps, en vieillissant, Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, c'est vrai qu'il avait peut-être deux visages. Il y avait le visage du camarade, du copain fidèle, naturel. Et puis peut-être que c'est vrai qu'il était un peu agoraphobe, il aimait pas la foule, il aimait pas Assas, la faculté Assas, il avait mal supporté le fait d'être entouré de plein de gens, il était beaucoup plus sauvage que ça en fait. Alors... Et avec les années, comme il était VRP, tu sais qu'il était toutes les semaines dans sa voiture pour juste rencontrer des gens dans un contexte professionnel, on peut pas dire qu'il était un mondain
un grand mondain. Effectivement, et une fois, parce que vous êtes connu au lycée, et là vous êtes beaucoup fréquenté, mais une fois le lycée passé, vous êtes un petit peu éloigné, mais quelle relation vous gardiez, vous entreteniez avec Xavier Dupont de Ligonnès? Bah non, c'est-à-dire qu'il y a eu les années 80, lui a pas mal voyagé, mais comme on avait un point de repère qui était Versailles, puisque nos familles habitaient toujours Versailles, donc on se voyait régulièrement. Et ça, dans les années 80, les années 90, les années 2000, on n'a jamais perdu le contact. Tu sais, tu as des amitiés comme ça qui durent toute une vie. Et tu peux ne pas voir un camarade pendant 1 an et le retrouver. Et à chaque fois, on avait notre petit rituel. Ah, c'est bien de montrer le livre. Oui, il est juste là, on le montre parce que c'est un très bon livre. Alors, il y a de quoi lire, hein. Il fait plus de 500 pages et ça revient sur votre relation avec Xavier Dupont de Ligonnès. Le but de ce livre, pour vous, c'est de tout remettre à plat et comprendre si vous auriez pu voir venir ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Et en même temps, c'était ne pas résumer Xavier à ses crimes. Parce que c'est ce que je dis aussi parfois aux journalistes. Xavier, jusqu'à la veille des crimes, c'est un garçon bien. Il a fait quelques bêtises. Mais c'est ça qui encore plus attire la curiosité des gens, c'est que jusqu'à la veille, il semblait être un peu le voisin modèle. Oui, il y a son meilleur ami que je connaissais bien, qui était Emmanuel Teneur, qui a suivi Xavier pendant 37 ans. C'est-à-dire quand Xavier déménageait, il allait s'installer pas très loin. C'était le parrain de Thomas, le deuxième fils de Xavier. Et Emmanuel Teneur, il a dîné avec lui la veille des meurtres. Effectivement. Donc ça veut dire que... Et il n'a rien vu, tu vois, ça veut dire que même quand tu connais bien quelqu'un, comment tu peux deviner qu'il va se passer quelque chose de terrible? Justement, Emmanuel Teneur, vous l'évoquez régulièrement, vous avez été plutôt proche, vous êtes presque reconstruits ensemble après le drame. Est-ce que vous étiez proche aussi d'autres amis comme Michel Rétif qui a été... Michel Rétif, un peu moins, parce que quand Xavier a découvert en 2005 que sa femme Agnès le trompait avec son meilleur ami Michel Rétif, moi j'ai trouvé ça... Moi, c'est mon cœur qui a parlé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Tu couches pas avec la femme de ton meilleur copain, voilà. Mais Michel Rétif aussi, on en parle beaucoup dans l'enquête qui a été publiée par Society cet été. Vous l'avez lu personnellement, cette enquête? Et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un peu maladroit et on va dire un peu malhonnête, puisqu'ils ont fait parler de garçons qui étaient déjà morts. Emmanuel Teneur, il est mort en janvier 2020. De chagrin, de souffrance, il s'est jamais remis de cette histoire. Il s'en est voulu, il a culpabilisé le fait de ne pas avoir sauvé Thomas, son filleul, donc le fils de Xavier. Et Michel Rétif, il avait un cancer et il s'est suicidé. On l'a retrouvé dans sa baignoire. Et donc voilà, donc il reste plus beaucoup de personnes, tu vois, pour vous, c'est arrivé juste un peu trop tard, une fois que beaucoup de protagonistes ont disparu. Il est mort, quoi. Donc ça, c'est pas très bien, ça se fait pas. En tout cas, quelque chose que vous expliquez souvent, c'est l'influence de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, et notamment de sa mère, qui était à la tête d'une sorte de secte, l'église de Philadelphie. Dans quelle proportion vous estimez que cela a eu une influence, et est-ce qu'il croyait à toutes ces choses, lui, Xavier Dupont de Ligonnès? C'est une question intéressante, parce que est-ce que Xavier aurait tué pour des mobiles religieux qui seraient liés à la secte Philadelphia? Est-ce que Philadelphia l'aurait aidé, on va dire, à armer son bras, à prendre cette décision terrible d'envoyer au paradis sa famille? Donc ça, c'est une vraie question. La mère de Xavier, donc Geneviève de Ligonnès, la comtesse de Ligonnès, a fondé ce groupe Philadelphia qui est tiré de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire que tu as 7 églises qui sont un peu genre Sodome et Gomorrhe. Il y en a une qui est pure, qui est l'église Philadelphia. C'est la seule église qui sera sauvée. Et donc, elle va fonder ça dans les années 70. Et puis, elle va avoir l'aval de religieux comme le Shannon Ridolfi, dont je parle pas mal dans le livre. Et donc, il y a eu l'influence de cette partie de la famille, de sa mère, mais il y a aussi son père qui a été absent dans sa jeunesse, qui est parti tôt. Pour vous, son père, il a quelle influence sur ses actes? Est-ce que ça a pu le marquer? Est-ce qu'il y a un petit peu un éternel recommencement, une imitation du fils par rapport au père? Non, c'est justement ce que Xavier a voulu fuir toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu refaire le schéma de son père qui était parti, qui avait abandonné sa famille pour aller vivre en Afrique et qui a terminé, on va dire, humblement, petitement, dans un petit studio à Levallois. Donc il fallait imaginer ce que c'était que le comte Hubert de Ligonnès, qui était un homme très intelligent et qui a terminé sa vie un peu seul. Et Xavier a jamais réussi vraiment
si tu veux, à raccrocher les morceaux. Dans votre esprit, Bruno de Stabenrath, est-ce qu'il y a un doute sur la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès? Est-ce que vous pensez que s'il se rendait, s'il faisait surface, la justice aurait du mal à le condamner? Alors, si on regarde, si tu veux, dans une enquête criminelle, il faut s'en tenir aux faits. Si demain on arrête Xavier, on n'a pas l'arme du crime, on n'a pas d'ADN, on n'a pas d'empreinte digitale sur les plastiques abrités les corps, on n'a nulle part de traces, nulle part. Donc, ce qui veut dire que c'est à la justice de prouver la culpabilité de Xavier. Donc, et vous pensez que ce sera pas forcément le cas? Ah bah non, c'est-à-dire qu'à moins d'avoir des aveux, même si tu l'accuses, hein, moi je suis sûr à 99% que c'est Xavier qui a éliminé sa famille. Qui d'autre, franchement, quand tu réfléchis, qui d'autre aurait voulu tuer la famille, voilà. Et donc, non, le pire, ce serait que si demain on arrête Xavier, puisque je pense qu'il est toujours vivant, qu'ils disent devant le juge, mais j'ai rien à voir avec cette affaire, c'est pas moi. Ça, ce serait terrible. Là. Mais vous parlez de l'ami impossible, c'est le titre du livre. Est-ce que si Xavier Dupont de Ligonnès venait à réapparaître, vous seriez toujours son ami? Vous décideriez de reprendre contact avec lui et de garder ses liens? C'est quoi votre prénom? Bastien. Mon petit Bastien, non, moi, quand j'aime les gens d'amour ou d'amitié, c'est pour la vie. Donc, je suis pas un juge, je suis pas le bon Dieu, je suis pas un avocat, je suis un ami. Et je dois me tenir à mon rôle d'ami. Et être là le jour où il se rendra pour écouter ce qu'il a à dire, c'est important. En tout cas, votre dernier contact avec Xavier Dupont de Ligonnès, c'était en 2008 et en 2011, à la mort de son père, il ne vous répond pas quand vous essayez de le contacter. Vous attendiez à cette rupture? Vous avez compris pourquoi il ne revenait pas vers vous? Pas une rupture, si tu veux, Bastien, c'était pas une rupture. C'était le seul fait qu'à partir de 2005, la vie de Xavier va devenir un enfer. Et ça, je ne pouvais pas le deviner. Je ne pouvais pas, d'abord parce que c'était quelqu'un de très pudique, mais je pouvais. Et puis j'avais mon accident de voiture, donc si tu veux, Xavier, il n'allait pas se plaindre, alors que moi, j'étais en fauteuil roulant, tu vois. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu joli notre amitié, mais pas plus que ça. Et en fait, comme il était dans une très mauvaise passe depuis 2005, en fait depuis 2003, donc ça fait quand même des années où il en prenait plein la tête, où il avait les huissiers aux fesses, il avait des dettes partout, qu'il n'était pas en mesure de répondre à mon SMS. Donc, alors, rien de grave. Bruno de Stabenrath, dernière question rapidement. Vous êtes convaincu que Xavier Dupont de Ligonnès est encore vivant et qu'il doit être quelque part. Selon vous, où est le plus probable? Vous citez la Thaïlande, l'Amérique du Sud, l'Australie. Pour vous, où est-ce que c'est le plus probable qu'il soit parti? Alors, il y a plusieurs thèses. Moi, j'ai analysé ces thèses en fonction parfois des messages ou des témoignages que j'ai reçus via les réseaux sociaux. Maintenant, c'est assez intéressant parce qu'il y a une nouvelle piste dont on va avoir des nouvelles assez vite. C'est-à-dire que moi, j'ai tourné il y a 1 an et demi avec les États-Unis, avec Netflix Californie, qui sont venus en France faire un gros documentaire sur l'affaire que tu trouves sur la plateforme Netflix, dans la série les histoires extraordinaires, tu vois, les mystères extraordinaires. Et bref, donc j'ai envoyé quand mon livre est sorti, là je les ai envoyés au producteur en Californie. Et là je révélais, c'est vrai, dans ce bouquin qu'il y avait un endroit dont Xavier m'avait toujours parlé, qui était un peu Satébaïd, son endroit idéal. L'Australie. C'était un petit village au Texas, dans le comté de Brewster, qui s'appelle Alpine. Tu vois, et donc on est rentré en relation avec le shérif et ils vont enquêter, ils vont envoyer des détectives, ils vont faire parce que Xavier était amoureux d'une fille qui s'appelait Mindy et qui habitait dans un très beau ranch, et donc moi j'ai des photos de Xavier dans ce ranch, et donc c'est une piste parce que Xavier avait toujours dit que son rêve, c'était de s'installer là-bas. Eh ben, une piste qu'on a hâte de voir si elle est fructueuse. Ouais. En tout cas, L'Ami Impossible, c'est chez Gallimard, donc de Bruno de Stabenrath. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir dans Storytelling. Donc voilà, dès que les librairies seront disponibles, n'hésitez pas à aller acheter L'Ami Impossible. Il est 20h48 sur fréquence ESJ. Hits and Talk. Dans quelques minutes, on retrouve Manon Blangis et son conseil de surveillance des artistes pour découvrir les secrets d'un titre que vous entendez souvent sur Fréquence ESJ. Petit indice, son interprète appartenait à un boys band récent. Juste avant d'en découvrir plus, le monde entier l'a connu l'année dernière en perçant sur TikTok avec son remix de Roses de St. John. C'est Iman Beck, cette fois-ci avec Martin Jensen pour I'm Just Feeling sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h55 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. C'est la dernière ligne droite de Storytelling sur Fréquence ESJ. On est ensemble encore pour 5 petites minutes
laisse juste le temps de découvrir un inconnu du bataillon d'Axel Reybaud. Et pour une dernière leçon d'histoire de la part d'Axel, vous nous emmenez dans les années 40 et dans les airs. On va à présent à la rencontre d'une des premières femmes pilotes d'avions de chasse aux États-Unis. Notre inconnue du bataillon s'appelle Hazel Ying Lee. Hazel, fille d'immigrés chinois, grandit à Portland aux États-Unis au milieu de ses 7 frères et sœurs. Ouais, belle famille. Mais on part sur une famille nombreuse XXL donc. J'imagine même pas la taille de la file d'attente avant la douche. Les parents d'Hazel tiennent un restaurant chinois et espèrent que leur fille les aide au travail, mais elle avait quand même déjà des idées un peu plus ambitieuses. Elle veut devenir pilote, la bougresse, alors que lorsque le pays de ses parents, la Chine, est envahi par le Japon en 1933, elle décide d'y aller. Elle va voir l'armée chinoise et leur dit « Je veux devenir pilote et servir dans l'armée ». Et vous savez ce qu'on lui dit ? You serious? Ah bah oui, elle est sérieuse, elle veut vraiment y aller. Mais l'armée chinoise est catégorique, ils ne veulent pas de femmes. Ah bah oui, mais comme pas mal de pays à l'époque en même temps. Et Hazel repart donc aux États-Unis. Elle se dit qu'elle aura peut-être un peu plus de chance de devenir pilote dans l'armée américaine là-bas. Bon, faut pas croire, hein, les États-Unis dans les années 30, 40, c'est pas non plus les grands progressistes. Ouais, c'est sûr. Mais en 1942, on a un petit souci, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor. 3 choses découleront de cet événement. 1. L'entrée des Américains dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. 2. Un super film. Hein. C'est quand même un super film. Hein. De Michael Bay, je crois, c'est ça ? Ben Affleck, il est tellement beau là-dedans. Et surtout, 3. L'armée américaine se rend compte qu'ils n'ont pas assez de mecs bien poilus et bien virils pour piloter leurs engins. L'armée accepte donc finalement les femmes. Hazel Ying Lee devient donc la première femme américano-chinoise à voler dans l'armée américaine. La classe quand même. Et toutefois, son entraînement n'a pas été de tout repos. Logique, elle a failli y passer quand même plus d'une fois. Un jour, Hazel s'entraîne avec un instructeur. Vous savez, un peu comme quand on passe le permis, vous avez votre prof à votre droite. Mais avec un poil plus de boutons quand même. Un poil plus de boutons, un levier un peu plus dur aussi et un peu plus de kilomètres/heure également. Il y a son prof donc qui est aux commandes. Sauf que là, il s'est dit, je vais faire un truc. On va faire un looping. Mais sympa, comment dire, comme ça, sans prévenir. Sans prévenir. Donc Hazel, en fait, elle avait pas très bien attaché sa ceinture. Ah. Et elle est un peu tombée, tu vois, de quelques centaines de mètres. Ah oui. Et heureusement, elle avait pris son parachute. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir à 200 km/h, à 3000 pieds. Faites ça. Si vous n'avez pas de ceinture, un parachute, c'est toujours pratique. Une expérience loin d'être traumatisante. Ça lui a appris à garder son sang-froid. Qu'elle raconte. Sacré sang-froid, et son sang-froid, il a d'ailleurs été mis à rude épreuve lors d'un atterrissage d'urgence dans un champ du Kansas. Donc, au Kansas, vous avez bel accent quand même là. Et parce que le fermier à qui appartenait ce champ du Kansas, il a vu Hazel, il a ensuite attrapé une fourche et l'a poursuivi en criant « Les Japonais envahissent le Kansas !» Comme quoi on n'a pas attendu les élections américaines pour avoir de sacrés phénomènes. Et heureusement, voyant que Hazel Ying Lee parlait un anglais parfait, logique, ce fermier a fini par la laisser tranquille et elle a pu rejoindre sa base. Merci Axel Reybaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h59 sur Fréquence ESJ Hits and Talk Storytelling saison 6 épisode 5, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à Bruno de Stabenrath d'être venu nous présenter L'ami impossible, le livre qu'il a écrit donc sur son ami d'adolescence Xavier Dupont de Ligonnès, édité chez Gallimard, où il raconte sa relation avec le meurtrier le plus connu de France. Merci à toute l'équipe de Storytelling de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Manon Blangis, Axel Reybaud, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, pour ne rien manquer de l'actualité de notre média et de faire un tour sur notre chaîne YouTube où vous trouverez toutes nos émissions et reportages. Le prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est mardi prochain avec 20h d'invités présenté par Manon Blangis. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très bonne soirée sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.